Auditeurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit de la planète d'où vous recevez notre signal. Les Belles Lettres, votre magazine consacré à la littérature tchadienne, vous présente aujourd'hui avec un immense plaisir un nouvel auteur. Son nom, Alamin Golbey Lévy. Il a publié en 2019 aux éditions universitaires européennes l'ouvrage intitulé « Le juge constitutionnel dans l'élection présidentielle en Afrique ». C'est un essai volumineux de 581 pages où l'auteur s'emploie à décrypter le rôle électoral du juge constitutionnel dans 3 pays africains, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien entendu le Tchad. Avant donc de vous présenter l'invité, nous marquons une courte pause. Alamin Golbey Lévy est né le 31 mai 1972 à N'Djamena. Il a obtenu un bac C en 1995 au lycée Félix Eboué. Il a fait des études de maths, physique, chimie à l'université de N'Djamena, à la faculté des sciences exactes et appliquées de Facha, la filière technique d'où il obtient le diplôme d'ingénieur des travaux en électromécanique. En 1999, il fait un CAPEL en sciences physiques à l'ICET, Institut supérieur des sciences de l'éducation, actuelle École normale supérieure. En 2005, il fait des études scientifiques en Guinée-Conakry à l'université Gamal Abdel Nasser, d'où il obtient un diplôme d'ingénieur de conception en génie électrique. Il s'inscrit donc en même temps en première année de droit à l'université de Sonfonia, d'où il obtient une maîtrise en droit public en 2010. Aussitôt donc, de 2010 à 2011, il s'inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il obtient un master recherche en sciences de l'ingénieur et un master en droit international et notamment le droit de l'homme. Il obtient aussi un master en droit public à l'université du Sahel. Il s'inscrit en thèse en décembre 2016, d'où il obtient un doctorat en droit public, toujours à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, avec la mention, précisons-le, très honorable, devant donc un jury international. Il est aussi, pour terminer donc, titulaire d'un diplôme spécialisé en droit constitutionnel, obtenu à l'Académie internationale de droit constitutionnel à Tunis, donc en Tunisie. Bonjour Monsieur Lévy. Bonjour. Bienvenue donc sur les plateaux des Belles Lettres. Merci. Pour commencer, qui appelle-t-on juge constitutionnel? Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier le membre de l'émission et aussi l'ONAMA de m'avoir invité pour parler de mon ouvrage qui est le fruit de mes recherches pendant 4 ans. Et pour la rectification aussi, l'inscription en thèse, c'est en 2012 et la soutenance a eu lieu en 2016. Donc 4 ans de recherche dure. Bien, voilà. Bonne précision. Merci beaucoup. Et je reviens à votre question. Le juge constitutionnel, vous dites, qu'est-ce qu'un juge constitutionnel? Le juge constitutionnel, ce n'est rien d'autre que l'organe constitutionnel chargé de veiller sur la suprématie de la Constitution. Dans un pays, le texte le plus élevé qui, au-dessus de tous les autres textes, c'est la Constitution. L'organe qui veille sur cette suprématie, c'est cet organe-là qui est appelé le juge constitutionnel, de façon simple. Ok. Bien, à quand donc remonte l'institution de cette fonction, le juge constitutionnel? Le rôle du juge constitutionnel est né avec l'arrêt Marbury en 1803 aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis, alors même que la Constitution ne lui reconnaissait pas cette compétence de contrôler la constitutionnalité de la loi par rapport à la Constitution, s'est vu déférer une loi et cette Cour suprême s'est déclarée compétente pour contrôler le contenu d'une loi qui est déjà en exécution conformément à la Constitution pour la déclarer inconstitutionnelle. C'est à partir de cette date-là que a commencé véritablement le rôle du juge constitutionnel. Nous avons aussi bien besoin de savoir quel est le rôle du juge constitutionnel vis-à-vis même de la Constitution, si on peut se permettre ces répétitions. Ok. Le rôle du juge constitutionnel vis-à-vis de la Constitution, comme je le disais tout à l'heure, c'est de veiller sur la suprématie de la Constitution. C'est-à-dire garantir les valeurs consacrées par la Constitution.
toutes les valeurs garanties par la Constitution, il faut nécessairement qu'il y ait un organe qui puisse sanctionner la violation de ces valeurs-là. Et donc c'est ça le rôle du juge constitutionnel vis-à-vis de la Constitution. Et quel est donc le rapport entre la Constitution et l'élection présidentielle? Le droit électoral lui-même, c'est un droit constitutionnel. Il y a une imbrication entre le droit constitutionnel et le droit électoral. Puisque nous définissons simplement le droit constitutionnel comme l'ensemble des règles relatives au pouvoir public, qui influencent donc sur le fonctionnement du pouvoir public. Alors que les élections, par exemple, l'élection présidentielle a pour effet d'élire un président de la République. Et donc le président de la République, c'est un organe exécutif qui est dans une république qui porte le nom de chef de l'État. Et donc ça influence sur le fonctionnement du pouvoir public. Donc par conséquent, les élections, le droit électoral et le droit constitutionnel sont imbriqués. La Constitution même consacre une partie du droit constitutionnel avant de laisser les détails de ces droits aux législateurs pour pouvoir édicter la loi, pour préciser les termes, les principes fondamentaux qui sont précisés dans la Constitution. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une différence entre le droit constitutionnel et le droit électoral. Okay. Alors, votre ouvrage, donc, au départ, était une thèse de doctorat. Donc, pourquoi l'avoir transformé en ouvrage édité? C'est vrai, c'est une thèse de doctorat. Les recherches qui ont été faites, c'est dans le sens de soutenir une thèse de doctorat. C'est une théorisation des concepts. Alors, ces recherches, lorsque nous avons soutenu devant un jury, le jury a recommandé que le travail tel que c'est abattu, il faudrait que ça soit publié sous forme d'un ouvrage. Et donc c'était d'abord sous la recommandation du jury que nous avons donc publié cette thèse sous forme d'ouvrage. Ok. Alors puisque votre champ d'études couvre 3 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et donc le Tchad, même si du point de vue juridique, les attributions du juge constitutionnel sont les mêmes, est-ce que pratiquement les réalités concernant donc l'élection présidentielle sont aussi les mêmes? Vous allez être surpris lorsque je vous dirai que, effectivement, c'est pratiquement les mêmes réalités qui se trouvent partout dans les États africains, et surtout les États francophones. Même s'il y a une différence près des attributions du juge constitutionnel dans ces différents systèmes juridiques, il y a une similarité entre ces compétences-là. Si nous prenons le juge constitutionnel tchadien et le juge constitutionnel sénégalais, le juge constitutionnel sénégalais, par exemple, le constitution n'a pas habilité pour veiller sur la régularité de l'élection. Alors que dans le système juridique tchadien, le constituant et le législateur a habilité le juge constitutionnel à veiller sur la régularité. Mais dans le fonctionnement concret, c'est pratiquement les mêmes influences qui sont observées de part et d'autre dans les 3 pays-là. Alors, si nous entrons donc en profondeur dans votre ouvrage, dans la première partie, vous parlez du rôle sous influence du juge constitutionnel. Que cela veut dire? Le juge constitutionnel, d'abord, avec l'avènement de la démocratie en 1990, après la chute du mur de Berlin, les acteurs politiques ont placé énormément leur espoir en ces juges constitutionnels. À l'effet, évidemment, de veiller non seulement sur la suprématie de la Constitution, mais veiller également sur la régularité des élections. Mais dès les premiers pas du juge constitutionnel en Afrique, il s'est confronté à des contestations de son rôle lui-même, au-delà de la contestation même des élections. Et donc, à partir de cette contestation, nous avons réfléchi pour dire, mais pourquoi le juge qui a été réclamé par les acteurs politiques à partir des années 90, pourquoi il est donc confronté à cette contestation de ces mêmes acteurs? Et c'est ça qui nous a amené à approfondir les recherches sur son rôle, pour découvrir évidemment qu'il y a des facteurs exogènes qui influent sur son rôle et qui le décrédibilisent et finalement enlèvent toute légitimité à ces compétences pourtant nobles qui sont consacrées par le constituant africain, le constituant africain de post-mur de Berlin de 90. Et en seconde partie, vous parlez d'un rôle ambivalent. En quoi consiste donc cette ambivalence? Effectivement, au-delà des facteurs exogènes qui sont les vices des règles électorales édictées par le législateur,
ou encore la désarticulation, une articulation qui est suffisante entre le juge constitutionnel et les organes impliqués dans les élections, et aussi la certification internationale des élections qui a commencé à faire son pas sur le continent africain, l'exemple de la Côte d'Ivoire, le juge lui-même, on s'est rendu compte que le juge lui-même joue un rôle ambivalent. En même temps qu'il participe à la consolidation de l'état de droit électoral, en même temps, il participe à la déconsolidation de l'état de droit. La consolidation de l'état de droit électoral s'observe simplement à travers la protection qu'il apporte aux principes électoraux. Il y a des principes pour qu'une élection soit démocratique, il faudrait qu'un certain nombre de principes électoraux soient respectés. Et le juge, on a constaté évidemment que le juge apporte cette protection-là à ces principes électoraux pour la sauvegarde des élections démocratiques. Ces principes qui sont entre autres le principe de sincérité du scrutin, le principe d'élection honnête et autres, au-delà de cette belle avancée du juge constitutionnel, on constate aussi que lors de son office électoral, il participe également à la déconsolidation de l'état de droit, par l'inobservation même de certains principes de l'état de droit. À l'exemple de la présomption d'innocence. Lorsque le juge constitutionnel, nous avons remarqué, lorsque le juge constitutionnel juge le dossier des candidatures, des candidatures à l'élection présidentielle, quelquefois, il ne respecte pas ces principes à l'égard des candidats dans le jugement de ces dossiers-là. Nous avons remarqué ça dans certains systèmes juridiques. Et aussi, les lois électorales qui sont adoptées entre les dépôts de dossiers à ces juges constitutionnels et l'organisation des élections, il y a des lois constitutionnelles, des lois électorales qui sont édictées, qui viennent modifier les lois électorales existantes. Et le juge constitutionnel fait application de façon rétroactive de ces lois qui sont adoptées après que le candidat ait déjà déposé sa candidature. Et du coup, il s'afforce les données. Parce que le candidat, c'est au vu du droit existant qu'il a évalué sa compétence, sa capacité pour pouvoir déposer ce dossier. Mais comme il est tourné dans un ciel serein, du coup, une nouvelle loi arrive. Au moment où il a déjà déposé le dossier, on intègre d'autres critères pour être candidat à l'élection présidentielle. Et du coup, le candidat est éliminé. Le juge finit par invalider la candidature qui a pourtant été déposée bien avant l'adoption de cette loi-là. Voilà. Bien. Si nous prenons l'aspect influence, si donc le juge constitutionnel peut être influencé, est-ce qu'on peut encore croire à l'indépendance du pouvoir judiciaire? L'influence que nous faisons mention dans notre ouvrage ici, ce n'est pas l'influence des personnes physiques, l'influence des politiques, mais l'influence sur l'activité électorale due au droit qu'il applique. Parce que le droit du point de vue instrumental est pour le juge constitutionnel ce qui représente la roue pour un paysan. Si le droit est mal dimensionné, si l'instrument est mal dimensionné, c'est l'activité à laquelle est destiné l'instrument qui prend un coup. Et donc c'est pourquoi, puisque le droit qui est manié par le juge constitutionnel est mal élaboré, n'est pas clair et quelquefois présente des sens ambigus, du coup, l'application de ces règles-là rejaillit sur la décision du juge constitutionnel. C'est en cela que nous parlons de l'influence sur le rôle du juge constitutionnel. Mais nous ne parlons pas de l'influence du point de vue politique, du point de vue des hommes politiques qui influencent les personnes qui agissent au nom de cet organe-là, mais strictement des influences des déterminants juridiques sur le rôle de ces juges. Mais cependant, le juge, cette influence ne peut pas enlever complètement la qualité du juge au point de ne plus parler de la démocratie. Ok. Voilà. Alors, et de plus en plus aujourd'hui, nous assistons à des crises post-électorales, un peu partout en Afrique. Oui. Est-ce qu'on peut dire à partir de là que le juge constitutionnel n'a pas joué son rôle convenablement? Le juge constitutionnel, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces différents éléments, ces éléments exogènes au juge, qui sont en dehors du juge, qui ne dépendent pas de l'élaboration de la loi, ce n'est pas le juge qui élabore la loi. Et les vices de ces règles qui impactent sur le rôle du juge
Ça, c'est l'œuvre du législateur. Pour que la démocratie, c'est aussi la clarté du droit. Il faudrait que le droit soit clair, précis. C'est ça aussi l'essence de la démocratie. Mais lorsque la loi est ambiguë et les dispositions présentent plusieurs sens, lorsque le juge fait l'interprétation, il se retrouve, comme si on prend la méthode d'interprétation réaliste, les dispositions présentent pratiquement plusieurs normes à choisir par le juge. À supposer qu'une disposition présente 4 normes, le juge est obligé de se choisir simplement une seule norme pour l'appliquer au fait. Mais lorsqu'il choisit l'une des normes parmi les 4, effectivement que, pendant que les autres réfléchissent qu'il aurait pu choisir parmi les 3 autres, du coup, la décision rendue par le juge ne peut plus gagner en légitimité pour les observateurs de l'activité du juge constitutionnel. Ok. Alors, puisque le juge, je le suppose, le juge constitutionnel est nommé par le président de la République. Bon, essayons. Est-ce que vous pensez, M. Lévy, que ce juge constitutionnel aura le culot, si vous voulez bien, de faire gagner l'élection présidentielle à quelqu'un d'autre que celui qui l'a nommé à ce poste? Je peux répondre par oui et par non. Par oui, pourquoi? Parce que dans certains systèmes, le président, ce n'est pas simplement le président qui désigne les membres de l'organe constitutionnel. Dans un pays où il y a le Parlement bicaméral, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. La Constitution habilite le président de l'Assemblée nationale de proposer, de désigner un certain nombre de membres de l'organe constitutionnel, et le président du Sénat également désigne un certain nombre de cet organe constitutionnel. Et le président lui-même désigne pour que la nomination puisse être formalisée par le président de la République. Et cette désignation est conforme. Cette désignation lie le président dans sa nomination. Il ne peut pas, évidemment, refuser de nommer celui que le président, par exemple, de l'Assemblée a proposé sous l'habilitation de la Constitution. Et dans d'autres systèmes, c'est vrai, il n'y a que le président, par exemple au Sénégal, il n'y a que le président qui désigne. Avant la révision constitutionnelle de 2016, il n'y a que le président qui désigne l'ensemble de 5 membres du Conseil constitutionnel. À ce niveau-là, le constituant a pris un certain nombre de dispositions pour garantir l'indépendance du juge. Par exemple, le juge est nommé pour la durée de son mandat, renouvelable une seule fois. Il y a certaines constitutions qui disent que le juge est désigné, est nommé pour 5 ans renouvelable une fois, ou bien 4 ans renouvelable une fois. Mais cependant, ce que nous avons constaté, c'est que lorsque la personne nommée à l'organe constitutionnel commence à prendre son indépendance, le prince, le président de la République, entre guillemets, le prince est très fort. Et il peut utiliser tous les subterfuges pour pouvoir l'écarter. Sous prétexte de lui faire une promotion, il va prendre un décret pour le nommer à un autre poste. Et on va comprendre, un observateur va se rendre compte, va comprendre simplement que c'est une promotion qu'on a fait à ces membres de l'organe constitutionnel. Mais en réalité, c'est parce que la personne commence à prendre son indépendance vis-à-vis du pouvoir qu'il a nommé. Et en Afrique, évidemment, il y a beaucoup, effectivement, de subterfuges juridiques utilisés par le gouvernement pour enchaîner les membres de l'organe constitutionnel dans un carcan de nature à ne pas s'en sortir. Mais cependant, nous avons fait des propositions dans la thèse pour dire que la fin du mandat de l'organe constitutionnel soit est faite par l'expiration du mandat de l'intéressé, soit par la démission, soit par la mort. Et la démission, j'ai proposé que lorsque quelqu'un est désigné au Conseil constitutionnel, à l'organe constitutionnel, pour 5 ans, à 3 ans, s'il démissionne, il ne peut plus être nommé à un poste quelconque. Tant que les 2 ans restants ne sont pas épuisés, bien qu'il a démissionné, on accepte sa démission, mais il ne peut plus prétendre à un autre poste quelconque. À ce moment-là, ça peut réduire cette possibilité des gouvernants à déplacer à tout moment le membre de l'organe constitutionnel sous prétexte qu'il
on veut lui faire une promotion. En réalité, c'est parce qu'il a pris son indépendance vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Voilà. Okay. Alors, à la page 64 de votre ouvrage, vous dites, je vous cite, « La difficulté du développement de la démocratie élective est en partie justifiée par les mécanismes chaotiques de dévolution du pouvoir présidentiel en Afrique. » Fin de citation. Pourquoi donc ces mécanismes sont-ils chaotiques? Voilà. Merci à l'indépendance, les régimes qui ont été mis en place dans plusieurs États africains étaient relativement démocratiques. Ils ont accédé au pouvoir par des élections, soit par voie d'élection directe ou soit par voie d'élection indirecte. Par exemple, chez nous, le Premier ministre à l'époque, Tombalba, est devenu chef de l'État par l'élection des députés. L'élection des députés, ce sont les députés qui l'ont élu pour devenir président de la République. Et donc c'est un mécanisme démocratique. Alors, bien, étant donné donc l'influence des facteurs exogènes dont vous faites allusion tout à l'heure, l'ambivalence aussi du rôle du juge constitutionnel, est-ce qu'il faut toujours croire à la légitimité de cette fonction? Avec les effets de l'influence de ces différents facteurs exogènes, que je disais tout à l'heure, les déterminants juridiques et la dynamique institutionnelle et politique, il y a évidemment la possibilité de corriger ces tares, de corriger les tares de ces règles de droit et aussi corriger l'articulation entre les organes impliqués dans l'élection. Par exemple, la commission électorale. La commission, le rôle du juge constitutionnel, le rôle électoral du juge constitutionnel dépend de la commission électorale. Si la fraude est déjà organisée au sein même de la commission électorale, évidemment que c'est le juge qui va porter le pot cassé. En ce sens que c'est lui la fin de la chaîne électorale. Sa décision met fin au processus électoral qui démarre avec l'inscription sur la liste électorale des électeurs, le contrôle des opérations et aussi l'intervention de l'organe de médias, l'organe de régulation des médias, les observateurs et la commission électorale, le juge ordinaire qui s'occupe du contentieux de l'inscription sur la liste. Ce sont plusieurs organes qui interviennent dans le processus électoral. Mais chacun doit jouer sa partition. Et chaque organe doit être articulé au juge constitutionnel pour que les irrégularités qui sont constatées puissent être extirpées en temps réel. Mais alors que dans le système aujourd'hui, le système actuel, on se rend compte que s'il y a des irrégularités ou bien des dysfonctionnements constatés avant l'organisation de l'élection, le juge constitutionnel ne peut pas être saisi ni par la commission, ni par les partis politiques, ni par l'organe de régulation des médias. Avant l'élection, c'est impossible. Il n'y a pas une articulation entre ces organes. Et donc, j'ai proposé effectivement que pendant les élections, il faudrait que cette articulation soit accentuée, soit intensifiée pour permettre à ce que tous les dysfonctionnements constatés, les irrégularités constatées puissent être déférés en temps réel au juge pour pouvoir être extirpés, pour permettre l'organisation d'une élection démocratique. Okay. Et le juge, lorsqu'il prendra conscience également qu'il a l'obligation, au-delà du fait qu'il veille sur l'état de droit électoral, il doit aussi veiller à tout temps dans son rôle électoral, à l'état de droit constitutionnel. À ce moment-là, s'il prend conscience, effectivement qu'il fera un effort pour le respect de ces principes constitutionnels. Mais, puisque au début des années 90, le constituant a constaté que pour la démocratie en Afrique, le maillon manquant pour cette démocratie, c'est le juge constitutionnel. C'est pour cela qu'il a constitutionnalisé. Son rôle est noble. On ne peut pas parler de la disparition à l'état actuel dans l'architecture institutionnelle africaine du juge constitutionnel. Monsieur Alamai Golbey-Lévy, merci beaucoup d'être venu et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, c'est ici donc que s'arrête notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous avions reçu comme invité M. Alamai Golbey-Lévy. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Le juge constitutionnel
dans l'élection présidentielle en Afrique, paru aux éditions universitaires européennes en 2019. Dans cet ouvrage dont l'auteur nous y décrit dans les moindres détails les attributions donc du juge constitutionnel dans l'élection présidentielle en Afrique, le cas notamment du Tchad, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Sur ce donc, permettez-moi de vous remercier, chers téléspectateurs, au nom de toute notre équipe de production, de nous avoir tenu compagnie. Merci donc et continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. À très bientôt.